Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui s'adresse à l'aspect mental de la performance, et ce, tant chez les athlètes que chez les artistes. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, créateur de contenu et animateur de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit Alain Lavoie, donc un athlète originaire de Grand-Sault. Il s'est démarqué principalement puisqu'il a été devenu le capitaine de l'équipe de cross-country de l'Université de Moncton, donc chez les Aigles Bleus. Donc, 5 fois l'étoile académique U-Sport, quand même. 3 fois, il a reçu le prix des services communautaires sport universitaire Atlantique. Donc, un athlète reconnu par excellence en cross-country. Il a récemment, cette année, là, dans les derniers mois, gagné le défi Everest de Dieppe. Donc, on va en parler un petit peu. Personne engagée dans sa communauté, donc plusieurs implications. Donc, vice-président académique de la FECUM. Il a été coprésident de l'AEFNB pour l'enfance. Coprésident du fonds de l'AEFNB pour l'enfance. Lauréat top 20 under 40 de la Chambre de commerce du Grand Moncton, donc une belle reconnaissance là. Puis ambassadeur de la ville de Grand-Sault, donc un beau pedigree. On commence ce podcast-là, super échange, super contenu. Ça faisait longtemps que j'attendais ce podcast-là pour... je l'avais sur ma liste, puis je voulais y jaser, puis voir où ce qui était rendu, puis qu'est-ce qui avait été son parcours. Pour me rendre compte, à la fin du podcast, que j'ai fait une erreur monumentale, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement des micros. Donc, on se retrouve avec une qualité audio qui m'a porté à douter. Est-ce qu'on le publie? Est-ce qu'on le publie pas? Est-ce que ça va nuire au podcast? Donc, je vous mets tout de suite cette information-là d'avant pour vous dire qu'on a décidé de le publier quand même. On a fait des travaux pour améliorer la qualité du son au maximum, mais on vous avise que finalement, vous n'aurez pas la qualité habituelle. On a parlé des erreurs dans le podcast, comme vous allez entendre. Fait qu'on a dit, garde, profitons il faut que les bottines suivent les babines. On a parlé de comment réagir face aux erreurs, de comment gérer les erreurs. Donc, dans ce cas-ci, on s'est adapté. On a trouvé des façons d'améliorer la qualité du son. On a décidé de foncer quand même, de prendre des risques. Puis, étant donné que c'est un super bon épisode, on vous le présente en intégralité, même si, bon, la qualité n'est pas la meilleure. Puis, comme on dit, on apprend de nos erreurs. À cause que c'est arrivé une fois, il y a de bonnes chances que ça n'arrivera plus. Donc, bonne écoute, bonne émission, puis pardonnez-nous si on n'a pas la même qualité sonore qu'on a l'habitude d'avoir. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans cet épisode, je discute avec Alain Lavoie, un athlète extraordinaire, un athlète universitaire, cross-country, un gars de Grand-Sault, super impliqué dans la communauté. Je vous mets en contexte un petit peu. Je l'ai rencontré la première fois, il devait être en 11 ou 12e année, je me souviens pas exactement, on pourrait y revenir, mais on avait la course « Je bouge, j'apprends ». Puis... Oh oui. J'ai trouvé que ce jeune-là, il avait un leadership. Il m'a contacté pour me poser des questions sur la course. Il dit, moi, je veux courir et je veux faire cette course-là. Puis, je l'avais vraiment remarqué.
Puis ce qui est intéressant, ce qu'on va voir dans le fond, c'est qu'il est parti de un peu la course Je bouge, j'apprends, ou en tout cas, il pourra nous en dire plus, mais pour se rendre capitaine des Aigles Bleus de l'Université de Moncton au niveau cross-country. Donc, ça va être un parcours intéressant. Puis on va adresser un peu la psychologie sportive qui touche à l'entour de ça. Donc, ça va être intéressant aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour Claude, merci de l'invitation. Écoute, ça fait... Quand j'ai commencé à créer le podcast, t'étais déjà dans ma tête. Ah, je suis content de savoir ça. Ouais. Ouais. Dans les débuts, j'ai dit, si je pourrais l'avoir à mon podcast. Puis cette histoire-là, j'ai vraiment hâte d'être jasé parce que c'est une histoire j'ai hâte un peu de voir la suite parce que je trouve que c'est inspirant, tu sais, de te voir que un jeune plein t'avais des yeux pétillants. Ouais, je suis déjà Puis, familier. plein de questions, tu voulais apprendre, etc. Puis de voir ton parcours. En tout cas, j'ai hâte de t'entendre, tu sais. Ben, ça me rappelle des souvenirs, Claude, justement, à la course Je bouge, j'apprends. Je m'en rappelais pas que c'était la première fois qu'on s'avait rencontrés, là. Oui, j'ai résine de beaux souvenirs, on peut certainement s'en parler. Ben, on peut peut-être commencer avec ça. Parle-nous un peu de comment c'est arrivé ça, Je bouge, j'apprends. Puis quel rôle ça a joué dans ton parcours athlétique, disons. Ben, c'est certain que ça a joué un rôle important parce que je dois dire que de cette course-là, j'ai pogné un moment de valorisation. Puis je t'explique pourquoi je me suis inscrit à Je bouge, j'apprends. À ce moment-là, je sais pas si c'est encore la même formule, je pense plus que c'est la même formule, mais on partait de Glenonceau et on se rendait à Edmundston en relais, donc en autobus et tout. Et cette journée-là, je me suis dit que j'allais faire la course au complet. Ah ben, tu penses que c'est ça. Exactement. Quand tu m'avais jasé, là, c'était ça ton intention, Ouais. là. Donc, c'était ça mon intention, bien évidemment, faire 50-60 km, enchaîner, arrêt et tout. C'est quand même difficile. Donc, je me suis dit, je vais m'essayer. Et pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu, je me rappelle toujours avec qui j'ai développé une bonne relation avec Maxime Pike, qui était là, je sais pas si tu te rappelles de Maxime Pike. Il était une autre personne qui m'avait suivi un bon bout. Puis on avait réussi justement à courir l'entièreté de la course Je bouge, j'apprends. C'est à ce moment-là que j'ai dit wow. Donc, tu avais fait le 60 km. Oui, oui, c'est à ce moment-là que j'ai dit wow, on peut faire de grandes choses. Puis c'est là que ça m'avait inspiré à courir davantage. Parce que, hey, tu sais, on était deux à avoir fait le 60 km au complet. C'est beaucoup sur une journée quand on était juste censé faire des relais. Donc, c'est ça qui m'a vraiment inspiré à débuter tranquillement la course à pied. OK. Ouais. Puis, tu courais-tu avant ça? Ben, en fait, mon parcours a commencé vraiment avec le soccer. Si on retourne vraiment en arrière du pourquoi de la course, c'est vraiment le soccer. Je me rappelle quand j'ai commencé le soccer, j'étais asthmatique. Et on dirait que je traînais toujours de la patte. En mon français, là, je traînais toujours de la patte. J'avais de la misère à terminer les matchs et tout ça. Donc, avec le soccer, je me suis dit, je vais commencer à courir, mais c'était une course par 2 semaines. C'était vraiment vraiment petites intensités, très peu régulier. Donc, je me suis dit, c'est nécessaire à faire pour le soccer, je veux m'améliorer. Donc, c'est là que, ben, on pourra en parler si on le veut plus tard au niveau de mon parcours au soccer. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller en Europe et jouer avec tu sais, l'Académie Pro Foot au Québec, avec le soccer de Nouveau-Brunswick. Et à l'âge de 17 ans environ, j'ai un peu perdu l'amour pour le sport. OK. Tu sais, ça arrive parfois que tu sais, des mauvais entraînements ou des mauvaises expériences qui amènent un peu à perdre l'amour pour quelque chose. Puis moi, dans ce cas-là, c'était le soccer. Donc, je me suis dit, je vois pas d'avenir pour le soccer. Avec un recul aujourd'hui, est-ce que tu comprends? Parce que moi, je vais le vivre, je vais voir des joueurs de hockey, par exemple, ou je vais voir des gens que, vers cet âge-là, Ouais. que des fois, se sont surinvestis, ou des fois, ils ont, pour différentes raisons, ou parce ils veulent vivre d'autres choses, qui vont délaisser un sport dont beaucoup de talent dedans. Ouais. Toi, dans ton cas, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui a fait que, bon, le soccer, finalement, euh, ça passionnait moins? Ouais, ben je pense une composante de plusieurs éléments. Je pense que c'était la pression aussi continuelle OK. de, tu sais, devoir déplacer continuellement Québec, Moncton, Fredericton, etc. pour les pratiques. La charge aussi, c'était juste un train de vie un peu trop surchargé, puis c'est là que je voulais passer à d'autres expériences. OK. Tu sais,
Parce que ce que tu racontes, c'est peut-être vraiment intéressant parce qu'il y a d'autres athlètes Oui. Qui vont passer là, Ouais. qui sont là présentement. Puis c'est comme intéressant. Certainement, certainement. Moi, je pense que l'élément de Canchar, ça a été une mauvaise expérience de coaching. Cette mauvaise expérience de coaching a tourné, tu sais, au niveau psychologique, ça allait moins bien aussi. Puis c'est là, tranquillement, ça a fait un effet boule de neige. Puis j'ai commencé tranquillement à perdre l'amour, tu sais. Quand tu t'en vas aux pratiques ou tu t'en vas à une compétition, puis toute la semaine, ça te dérange, puis tu peux pas te concentrer toute la semaine parce que tu sais que ça s'en vient. Ça veut dire que peut-être c'est le temps de réfléchir à c'est quoi l'avenir dans le sport, c'est quoi l'avenir dans ce que tu fais à l'instant. Puis c'est là, je voyais vraiment pas d'avenir universitaire, etc. en soccer par un peu l'amour perdu. Donc, c'est simplement cette décision que j'ai prise de passer à autre chose. Ouais. Sans rentrer trop dans les détails, mais quand tu parles de mauvaise expérience de coaching, juste peut-être nous partager un peu qu'est-ce qui a été difficile pour toi ou qu'est-ce qui a été négatif dans le fond, puis de voir un peu l'impact que ça a eu sur ton cheminement. Certainement, certainement. Puis je suis chanceux parce que j'ai eu des très bons entraîneurs également. Mais des fois, ça prend juste un entraîneur qui a une perspective différente de la réalité que j'étais habitué peut-être. Puis dans mon cas, vraiment, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que contrairement à d'autres personnes qui ont des mauvaises expériences dans le sport, qui peuvent tourner vers des troubles psychologiques ou des problèmes différents problèmes de santé mentale, etc. Moi, c'était vraiment une barrière de langue. Donc, mon entraîneur il venait de la Roumanie. Puis au niveau de l'anglais, je comprenais pas vraiment et quand on m'adressait la parole sur le terrain, je jouais puis on me criait dessus pour essayer de comprendre. Puis pour moi, je n'arrivais pas à comprendre le jeu, la tactique, etc. C'est ça, ça a un peu complexifié la chose. Puis c'était juste continuellement, tu sais. Il y a une anxiété qui embarque. Exactement cette anxiété-là de vouloir, tu es une personne qui performe toujours, tu veux performer, mais t'es pas à la hauteur de l'attente de ton entraîneur ou t'es pas à la hauteur parce que tu comprends pas certaines choses. Donc ça a commencé. Puis après ça, ben c'était la partie de OK, ben je devais toujours m'entraîner et tout. Puis c'est là que je suis comme la charge, puis ça, puis c'était juste trop, puis j'avais plus de plaisir. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs. C'est plusieurs facteurs, c'est ça, c'est plusieurs facteurs. Mais tu sais, j'ai connu aussi des collègues que leurs entraîneurs, c'était vraiment au niveau alimentaire. Tu dois manger ça, tu dois manger ci. Tu sais, ça, c'est dangereux pour les troubles alimentaires et tout. Moi, c'était pas vraiment de ce côté-là. C'était plus dans des barrières, de la compréhension. Puis l'effet psychologique de se faire un peu crier dessus et tout. Quand t'es pas habitué, puis il y a encore du coaching qui existe de même, mais quand t'étais pas habitué et tu comprenais pas non plus le pourquoi derrière ça, ça a causé un frein justement à ce parcours. Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on en a plein des histoires comme ça où une personne peut à la fois créer un étincelle qui nous lance. Puis j'en ai plein de personnes qui m'ont créé des étincelles. Mais à l'inverse, avoir une personne aussi qui nous éteint ou qui affecte négativement notre parcours. Ce qui est intéressant de voir, c'est la suite des choses. Mais tu sais, de voir que c'est pas parce qu'on délaisse un sport qu'on a beaucoup investi dedans qu'on peut pas réussir dans d'autres choses ou dans un autre sport. Puis sauf ça, on a plein d'exemples de gens qui ont délaissé un sport primaire, qui se sont réinvestis dans un autre sport puis qui ont super bien réussi. Fait que ça veut pas dire que c'est la fin. C'est pas parce qu'on délaisse un sport que c'est la fin, disons, du côté sportif. Puis c'est en fait mon cas. C'est ce qui est arrivé avec la course. T'sais. On passe d'un athlète très investi, 5-6 fois par semaine, des entraînements physiques aussi, la musculation, etc., cardio, soccer, etc., à rien du tout. C'est là que j'ai dû me retrouver également. C'est intéressant, ça. Oui, parce que après tout, je suis un athlète. Je suis un athlète, j'ai toujours vécu de ça, j'ai toujours été passionné par ça, que ça soit dès mon jeune âge, que je vois du hockey, du soccer, du badminton, du basketball, du alternate frisbee. Nomme-les les sports, je les ai probablement fait. Donc,
sais, cet athlète-là qui se fait concentrer par la suite dans le soccer, qui tombe un peu dans les cracks ou qui n'aime plus vraiment le sport, qui doit se retrouver un peu. C'est la quête de sa nouvelle identité. Parce que les sportifs vont souvent s'identifier à leur sport. Ils disent, ben moi, je suis un joueur de soccer. Fait que là, mais si on délaisse le soccer, je suis qui, là? Exactement, exactement. Je pense que le soccer, c'était aussi mon identité. J'étais la personne qui était fière de dire qu'il avait eu la chance de jouer avec une telle équipe, qu'il avait eu la chance de jouer avec un tel joueur, puis tu sais, ça allait bien et tout. Tu tombes ça existe plus ça. Puis parle-nous de ça un petit peu, ce vide-là, comment toi t'as vécu ça? Ça a été un moment de réflexion, je te dirais, personnelle, de retrouvailles. J'ai vraiment été dans un autre côté. Puis c'est là un peu l'engagement communautaire a débuté également, cette passion pour l'engagement communautaire. Euh, pour moi, le sport m'a donné beaucoup. Donc, comment moi aussi je peux redonner? Tu sais, ça a commencé par peut-être entraîneur. Je commençais très jeune entraîneur aussi à maintenant redonner au plus large dans la communauté. Mais au niveau sportif, c'est là que j'ai eu une période de je fais plus vraiment de sport compétitif, je cours tranquillement. Donc, à ma 11e année, euh, je te dirais 6 mois à 1 an après avoir quitté le soccer de niveau plus compétitif. Puis j'ai abandonné le soccer dans une façon beaucoup plus progressive que juste j'arrête du jour au lendemain, c'est tout. J'ai joué senior, tu sais, que j'ai joué 1 ou 2 années senior, mais c'était pas compétitif comme je le connaissais auparavant. Je voyageais un peu partout et tout. Donc, pendant cette période de 6 mois-là à 1 an, je courais un peu plus régulièrement. 3, 4 fois par semaine. J'aimais ça, je pense que Pour le plaisir. pour le plaisir, ça me gardait là aussi mentalement avec mes différents engagements, le travail, l'école, etc. Puis en 11e année, j'ai rencontré l'entraîneur de cross-country d'athlétisme à l'Université de Moncton, Jean-Marc Loiron. Puis je le remercie parce que j'ai aussi couru avec lui régulièrement. Je cours encore régulièrement avec lui. Euh, Juste un petit fun fact, il essaie d'aller battre le record World Record pour le jonglage en marathon. OK. Donc il part à Toronto dans quelques semaines ou 1 semaine en fait pour essayer de battre ce record-là. Donc même si ça soit diffusé, on aura des nouvelles de... Là, tu me dis qu'il va courir un marathon en jongle. Oui, ok. Eh ben là, on rentre, on prend une tangente, excuse-moi, c'est ma qualité de On tangente. revient là, c'était intéressant. Oui, Jean-Marc Thoiron, ça a été l'entraîneur d'athlétisme de cross-country pendant quelques années à l'Université de Moncton, entre autres dans les années 2017-2018, lorsque je l'ai approché. Puis à l'instant, il y a aussi été un athlète, une athlète, évidemment, un athlète très accompli dans la course. Puis il fait des marathons, il a des bons temps et tout. Puis il y a quelques années, il a commencé à jongler. Et c'est un gars que quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit à fond. Donc c'est ça, il a commencé à jongler, il a fait quelques marathons, il a manqué de quelques minutes, 2 minutes je crois, le record il y a 1 an et demi au marathon. Puis là, il a continué à jongler tout ça, puis là, à Toronto, il essaie de battre le record à niveau le World Record, Guinness World Record pour le jonglage. Première fois que j'entends ça. En 2h50. Peux-tu t'imaginer quelqu'un qui connaît bien la course en 2h50 En jonglant. en jonglant? Donc, c'est quand même... ça serait un exploit en soi. Donc, lorsque ça va être diffusé, on aura la chance peut-être dans les commentaires d'ajouter comment ça a été sans pression pour Jean-Marc, parce que s'il veut pas, le gars fait quelque chose d'inhabituel, beaucoup de pression médiatique, tout ça, ça vient avec sa composante psychologie sportive également, cette pression-là. Mais pour revenir à lui, je l'ai rencontré à l'Université de Moncton. Je me suis déplacé de Grand Sault à Moncton pour le rencontrer, pour m'informer c'est quoi le programme d'athlétisme, c'est quoi le programme de cross-country à l'Université de Moncton. J'ai eu une bonne discussion avec lui. Puis je te dirais que ça m'a rassuré sur mon avenir sportif. Donc, à 11e année, j'ai vu à nouveau mes yeux, mon étincelle pour le sport, mes yeux s'illuminer. Je peux faire quelque chose. Je peux faire un tremplin vers un nouveau sport qui va m'apporter autant. Mais j'avais une condition personnelle pour moi. Cette condition-là était que maintenant, je fais un sport et ça va rester du plaisir. Peu importe le niveau de compétition,
Je veux toujours garder cette composante de plaisir, soit au niveau social, soit au niveau juste la course comme telle. Si je perds cette composante plaisir, c'est fini pour moi. Ça veut dire que j'embarque pas dans le même bateau que j'ai embarqué par le passé. Écoute, ça, c'est très puissant ce que tu dis Ouais. parce que on le voit chez les athlètes qu'à un moment donné, la pression, Oui. la notion de performance ou la notion de vouloir réussir fait qu'on s'éloigne un peu du plaisir qu'on avait, Oui, puis ça affecte nos performances. certainement. Puis certainement, et on pourra y revenir, je pense que ça vaut la peine d'y revenir pour mon marathon et tout ça parce que je pense une très grande composante de psychologie sportive qui a affecté justement cette performance-là. Mais tu sais ça, donc pour revenir à cette petite histoire-là de Jean-Marc, donc j'ai eu cette chance de réfléchir et tout, et j'ai continué à courir maintenant plus régulièrement. Tu sais, 3-4 fois par semaine, je courais des 5, 10, En ayant ça, en ayant ça comme objectif. Mais, j'arrivais dans ma première année universitaire et j'avais cette philosophie-là que on est rendu à l'université, on est dans la cour des grands, on doit s'investir tellement au niveau académique. Donc, ma première année, ça a été ma pire année universitaire. Je t'explique pourquoi. J'ai arrivé à l'université avec cette idée que je devais étudier toujours. Donc, la vie sociale, on le met de côté. La vie sportive, on le met de côté. La vie para-académique, on le met de côté. On la met de côté. Donc, j'ai arrivé, ma première session, ça a été aussi probablement ma pire session. J'ai bien réussi quand même, mais ça a été ma pire session au niveau santé mentale parce que j'avais plus de sport, j'avais plus l'implication, j'avais juste les études que je tenais à. Donc, j'ai réalisé que, et puis j'avais décidé de pas, j'ai pris la décision de pas m'engager dans le sport universitaire parce que ça demande encore un engagement de temps. T'es parti à chaque 2 week-ends environ. Tu t'entraînes 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. est-ce que, deux est-ce fois que par semaine. ça te faisait peur? Parce que là, t'arrivais du monde du soccer où tu dis, là, je voyage beaucoup, c'était beaucoup d'engagement. Est-ce que ça, cette peur-là, est-ce que c'est un des facteurs qui t'a retenu de t'engager? C'était le facteur principal. On peut pas se le cacher. Tu sais, moi, c'était pas tant au niveau de je vais pas bien réussir au niveau de performance, c'était au niveau de temps. OK, mais je pars une fin de semaine, étudier dans l'autobus, des fois c'est difficile, je vais le faire quand même. OK, mais là, moi, je gère mon temps, comment tu sais, c'était cette pression constante de je vais pas y arriver, je m'engage à 6-7 entraînements par semaine, le déplacement, etc. Donc, je me suis dit, ma première année, je vais pas rien faire et on verra comment les études vont. Et je vais m'adapter en cours de route. Et ça a été l'une de mes pires décisions de ne pas avoir intégré l'équipe dès ma première année. Ben ça, c'est intéressant parce que là, tu as un recul, Oui, puis là, tu es capable d'avoir un regard. Est-ce que, tu sais, notre cerveau, il nous fait bien des peurs, là. Oui. Euh, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre dans nos études puis de réussir en même temps qu'un sport de haut niveau? Est-ce qu'on peut faire les deux? certainement. Et même, je dirais, puis je pousserais même cette réflexion-là, et je dirais même, c'est encourager. Cet équilibre-là, moi, cet équilibre-là, c'est ce qui m'a apporté un esprit sain dans mes études. Donc, j'arrivais, le sport, c'était ma partie sociale, c'était ma partie décompression, où je me sentais très bien, j'allais nourrir mon cerveau à nouveau, plutôt que juste être à les études puis pas voir la fin. Puis après ça, j'arrivais, j'étais productif dans mes études. Au lieu de passer des journées entières à regarder mes notes puis il n'y a rien qui avance parce que j'ai plus rien à me stimuler, j'allais chercher cette diversité-là. Puis je dirais que oui, c'est ça, que c'est très possible cet équilibre-là. En fait, moi, cet équilibre-là est rendu même a été à un autre niveau. Après, tu sais, non seulement que, comme tu dis, j'ai été à quête universitaire, mais pendant mes études, j'ai occupé des rôles importants quand on est, rôles importants quand je parle d'important en termes de temps. Tu sais, j'ai été vice-président académique de la Fédération étudiante pendant la pandémie. Ben, on avait une 10 à 15 rencontres par semaine en ligne pour des changements sanitaires, des changements académiques et tout. Donc, j'ai réussi quand même en étant athlète. Tu sais, j'ai resté athlète, investi à temps plein. J'ai resté un jeune engagé là, dans sa communauté. Tu sais, j'ai continué à entraîner un peu. J'ai continué à être dans la fédération étudiante. Tu sais, la radio un peu étudiante également. Différents engagements. Je les nommerai pas tous ici. Tout en
restant concentré sur mes études. Et mes études allaient très bien. Là, la question qui tue, Oui. comment tu fais, ou comment tu as fait pour pas faire de burn-out? C'est-à-dire, comment tu as fait pour performer au niveau athlétique, avoir tous les engagements que tu as eus, réussir au niveau académique, sans s'épuiser? Parce que des fois, c'est ça qu'on observe. On observe des gens qui vont se surinvestir ou qui vont être. Puis à un moment donné, ils rencontrent cet épuisement-là. Comment toi, tu as fait pour bien gérer tout ça, puis rester, disons, au-dessus de tes affaires? Tu sais, on va entendre la réponse classique, Claude, qu'on dit j'ai planifié. Mais qu'est-ce que ça comporte planifier? Et dans mon cas, oui, il y a certainement cette question d'organisation de temps. Puis, mais avant tout, avant l'organisation, je pense que c'est une connaissance de soi. Mm-hmm. Tu sais, j'ai appris à connaître par ma première année de rien faire ou, tu sais, mes engagements, excuse-moi, mon investissement dans le sport, tout ça a été progressif. Donc, j'ai appris à mettre mes limites à certains moments. Puis, je pense que c'est ça qui a été la clé. Parce que, tu sais, je te cacherai pas, j'ai frôlé à un moment le burn-out. Ok. Tu sais, j'étais complètement épuisé et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Donc, c'est là que j'ai connu ma limite. Je pense que c'est important de connaître cette limite-là. Parfois, comme individu, on ne respecte pas cette limite-là et on se trouve avec trop de choses et c'est là que le burn-out est prône à arriver. Donc, moi, dans mon cas, c'est un peu ça, cette limite de test, essai et test. Je suis comme, OK, ben, une fois, j'ai dû réduire comme 3-4 engagements parce que c'était trop. C'était trop et je suis une personne qui s'investit. Quand je m'investis pleinement. Donc, je savais que je ne pouvais pas m'investir pleinement dans ces engagements-là. Donc, j'ai malheureusement laissé. Et ça a été difficile sur le coup. Dire non, ça ressemble comme un abandon, un échec, etc. Mais c'est ça ce qui m'a permis de ne pas faire un burn-out. Dans l'épisode 1 avec Mike Ward, il nous a parlé de comment ça a été difficile, toute l'adaptation au niveau scolaire, tout ça. Puis lui, il nous a dit, ben l'organisation, c'est un élément clé. Toi, tu nous dis aujourd'hui d'être capable de mettre ses limites et de se connaître. C'est deux autres éléments clés super importants. L'organisation vient de facto, à mon avis. Bien sûr, si j'avais pas été organisé avec un horaire strict, c'est quand mes pratiques, c'est quand mon temps d'études, c'est quand mes engagements, mes rencontres, etc., je n'aurais pas arrivé parce que ça aurait été trop chamboulé et ça aurait été pas possible. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé, c'est vraiment imposer mes limites. Tu sais, c'est là que, OK, non, cette semaine, je ne peux pas faire ça et c'est OK. D'accepter, D'accepter. de reconnaître, puis d'accepter. Certainement. Super, c'est vraiment intéressant cet aspect-là. Ça fait que, bon, dans ton parcours, beaucoup impliqué, parle-nous un petit peu de ce côté-là. Explique-nous, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le cross-country. Oui. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, la discipline, c'est quoi l'entraînement, à quoi ça ressemble. Fais-nous entrer dans ce monde-là. La Fondation Élan Jeunesse est fière d'offrir un appui financier pour des associations, des écoles ou des organisations qui soutiennent les jeunes. Donc, tu as un projet qui est destiné aux jeunes de notre région au nord-ouest. Tu es un groupe de gens de moins de 25 ans qui souhaitent voir ce projet-là se réaliser. Eh bien, présente une demande d'appui financier via le site web au élanjeunesse.com et cours la chance de recevoir un soutien qui te permettra de réaliser ton projet. Voici quelques exemples de projets qui ont été soutenus par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, le Gala du mérite étudiant de l'AGE de l'UMCE, un concours de citrouilles organisé par le Jardin botanique, plusieurs aménagements de parcs, donc des rénovations ou d'ajouts de modules, l'arbre du partage de la Cité des Jeunes, le projet de serre intérieure de l'école Saint-Jacques, Systéma, les pionniers du Nord-Ouest qui sont allés au tournoi Pee-Wee international, la bonification des infrastructures extérieures du groupe Scout de Saint-Basile,
la rénovation du terrain de basketball de l'école Saint-Jacques, l'académie SAE-NO, donc le sport-études au nord-ouest, le programme de basketball de Sweat Academy, l'arbre du partage de la CDJ, le camp Canac et aussi le programme de littératie communautaire du DFSNO. Alors, tu as un projet? Soumets ta candidature. C'est un monde très pertinent parce que moi aussi, j'y connaissais pas avant de rencontrer justement Jean-Marc. Le cross-country et l'athlétisme, en général, on s'attend que le cross-country, c'est une épreuve de course. L'athlétisme, c'est mélangé. L'athlétisme, on a autant la piste et la pelouse, donc des lancers de marteau, etc. Moi, bien sûr, c'était plus dans les longues distances, donc les sprinters, etc. en athlétisme. Mais on va aborder le cross-country parce que je te dirais, ça a été ma discipline principale. Donc, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, souvent les athlètes de cross-country transitionnent après leur saison dans le monde de l'athlétisme. Donc, la manière ça fonctionne de saison, c'est de août à novembre. Novembre, on transitionne de athlétisme jusqu'à début mars environ. Et après ça, la période estivale, c'est vraiment la off-season qu'on appelle, mais c'est là qu'on peut travailler des petits éléments, qu'on a des lacunes, musculation, etc., des petites courses, c'est la base vraiment de la course. Donc, le cross-country, pour y revenir, c'est là que j'ai dit, je l'ai pas fait ma première année. Donc, c'est à ma deuxième année que j'ai vraiment intégré l'équipe. C'est à ce moment-là que j'étais prêt. Je savais que j'allais m'investir à 100%. Comment tu fais pour intégrer l'équipe? Faut-tu que tu fasses un temps? Comment ça fonctionne? Moi, j'avais contact avec l'entraîneur. Donc, j'ai écrit à l'entraîneur. Puis, vraiment, nous, la manière ça fonctionne, c'est que les personnes peuvent venir aux pratiques. Puis, souvent au championnat universitaire, c'est les 5 meilleurs temps qui sélectionnent comme tels, qui sont classés pour les points de l'équipe. Mais il y a quand même cette possibilité-là d'intégrer l'équipe, faire les pratiques, mais juste pas être dans les 5 temps comme tel. Donc, c'est un peu ça que j'ai intégré l'équipe et tu sais, je suis chanceux, j'ai eu 5 belles années parce que tu as juste 5 années d'éligibilité. Mais pour revenir à la question, c'est quoi le cross-country? Le cross-country, c'est dans le milieu universitaire parce que le cross-country au niveau scolaire, universitaire est complètement différent. Les distances sont différentes, bien évidemment. Les jeunes ont un peu moins de distance. Universitaire, c'est un peu plus vieux en termes d'âge. Donc, il y a un peu plus de distance. Par exemple, au niveau scolaire, c'est vraiment les 4-5 km, 6 km, pas mal au beau max. Nous, c'est les 8 km. Quand j'ai débuté, les hommes, c'était 8 km, les filles, c'était 6 km, et au championnat universitaire de l'Atlantique, c'était 10 km pour les hommes, 8 km pour les filles. Et ça a complètement été changé il y a 3-4 ans que tout est 8 km. Alors que les hommes, les temps, c'est 8 km. C'est ça la distance. C'est ça la distance. Et 8 km dans les bois, dans des sentiers buteux, c'est vraiment dans la nature. Puis, ça dépend des parcours de cross-country. C'est ça qui est intéressant au cross-country parce que on voit, par exemple, si on fait la comparaison avec l'athlétisme ou le marathon, etc., on voit des temps. Et les temps, c'est assez représentatif de la capacité de la personne. Au cross-country, on ne regarde pas nécessairement les temps. Parce que ça dépend vraiment du parcours. Il y a des parcours plus difficiles que d'autres, bien évidemment. Donc, en cross-country, nous, comme notre entraîneur, tu sais, se passe plus ou moins, bien sûr, le temps est quand même important. Nos splits, donc à chaque 2 km, 1 km, comment on fait pour s'améliorer. Mais c'est vraiment en termes de positionnement que tu essayes vraiment de mieux faire. Parce que c'est ça que Tu te compares aux autres qui sont sur le même parcours. Oui. Fait tu sais, on dit, tu sais, on dit un peu l'expression, la comparaison, c'est le pire ennemi de quelqu'un. Je me rappelle pas l'expression parfaite, mais dans ce cas ici, c'est nécessaire. Parce que le parcours peut complètement changer le temps de quelqu'un. Donc oui, différents parcours. Donc le cross-country, c'est un peu ça, très grosso modo. Est-ce que c'est individuel ou c'est comme en équipe, de dire on est un groupe, puis là, ben, c'est une équipe contre une autre équipe ou. Très, très bonne question. C'est en équipe. OK. Puis c'est ça qui m'a accroché aussi au sport. Okay. Je suis une personne que soccer, on s'attend. C'est des sports d'équipe. Et c'est ce que j'aime aussi.
Oui, comme là, je cours individuellement à l'instant, c'est un dépassement de soi, c'est intéressant et tout ça. Mais je fais quand même d'autres parce que c'est cette partie sociale-là. Donc, le cross-country, c'est un sport d'équipe. J'explique comment ça fonctionne. C'est par positionnement et les points d'équipe. OK. Donc, ta performance va changer, bien sûr, le sort de l'équipe, Mhm. de la réussite de l'équipe. Donc, tu te classes première place, tu as 1 point. Tu te classes deuxième place, tu as 2 points. Ainsi de suite. Donc, selon ton pointage d'équipe, c'est là qui te permet de voir ta position comme équipe. Mhm. Donc, tu essaies d'avoir le moins de points possible, bien sûr, pour être le plus haut au classement. Donc, oui, il y a des exploits individuels, il y a des remises de médailles, il y a des remises de prix individuelles. Par exemple, les équipes U-Sport ou All-Star, ben, c'est les 14 premières positions, etc. Euh, mais après tout, c'est la bannière de l'équipe que tu veux, c'est la performance de l'équipe que tu veux. Euh, Parle-nous de ta première, ben, ta deuxième année techniquement universitaire, mais ta première année que tu étais investi au niveau du cross-country, puis un peu comment tu t'es retrouvé capitaine, comme, Oui, qu'est-ce qui a été ce processus-là? ben, je dois dire que j'ai toujours, tu sais, dans les sports d'équipe, j'ai toujours aimé être la personne qui supporte ses coéquipiers, être la personne qui est là au moment que l'équipe a besoin. En bon français, c'était TPA. Donc, j'ai commencé ma première année, bien évidemment, en première année, je ne suis pas capitaine, on a des preuves à faire et tout. Et c'est là que j'ai intégré l'équipe, j'ai participé tu sais, à toutes les compétitions, etc. Puis c'est à ma deuxième année d'éligibilité, parce qu'on a perdu une année de COVID aussi. Donc j'ai gagné cette année d'éligibilité-là que j'ai pu mettre. C'est vraiment à ma deuxième année d'éligibilité que j'ai été nommé capitaine de l'entraîneur et j'y étais pendant quatre saisons. Fait que déjà, À ma la deuxième année, on reconnaît ton Oui. leadership, Ouais. etc. Ouais, puis je suis très reconnaissant évidemment de ça. Tu sais. OK. Parle-nous un petit peu bon, l'entraînement Oui. d'un courrier, qu'est-ce que ça implique, puis la compétition, de se présenter à une compétition, puis combien de compétitions par année, de faire un petit peu une idée de tout ça. Un aperçu. Euh, mais comme je te dis, on doit comprendre que les athlètes de cross-country souvent passent de cross-country à athlétisme. Donc, on commence la saison en nous avec un camp d'entraînement assez intensif, deux entraînements par jour pendant le camp. Et pendant la saison de cross-country, bien sûr, nos entraînements sont complètement différents que la saison d'athlétisme. On commence au début et on veut bâtir. L'objectif, c'est qu'on a 4 compétitions en 2 mois. 2 mois et quelques semaines. Donc, on a 4 compétitions. Et l'objectif, vraiment, c'est de bâtir pour les championnats universitaires de l'Atlantique. OK. Les SUA. C'est là que ton équipe peut gagner. Et oui, les compétitions avant, c'est cool, bien faire comme équipe et tout. Mais c'est vraiment cette dernière compétition-là qui est l'objectif à toute équipe. Donc, tu essaies de bâtir jusqu'à là. Donc, les courses, en quelque sorte, les 3 courses avant le SUA, te permet de vraiment ajuster le tir, changer les entraînements, voir qu'est-ce qui fonctionne pas au niveau de ton pacing, au niveau, tu sais, si une personne commence, tu sais que ses 4 premiers kilomètres sont split et trop vite pour son deuxième 4 kilomètres, ben on ajuste ça. On commence plus lentement. Donc, les gens, on pense que, on court, c'est juste la course. Mais il y a vraiment beaucoup de stratégies tactiques dans la course, puis on rentre pas dans tous les détails de différentes stratégies, même la course, comment tu veux t'isoler du vent parfois, comment tu veux te positionner aussi pour moralement, psychologiquement bien performer et tout. Donc, c'est là que le cross-country, c'est quelque chose de gros en soi. Mais les entraînements, je te dirais, c'est assez classique. On s'entraîne 4 fois ensemble par semaine en équipe, puis on a comme 2, 3 entraînements individuels. Ça dépend aussi des athlètes. Faut comparer des pommes puis des pommes. Il y a des athlètes qui ont déjà une expérience, ont déjà une base. C'est la course, la nécessité d'avoir une base solide, c'est vraiment important pour les blessures. Donc, si un athlète arrive, puis là, je fais un câlin à mon ami Julien. Julien il s'entraînait avec moi tout l'été pour un marathon qui avait des bases de 190, 100, 110, 120 km par semaine. Il arrive il est déjà prêt à mettre
plus d'entraînement nécessaire de cross-country parce qu'il y a les bases, donc il ne va pas nécessairement se blesser. Donc, nos entraînements, souvent sont structurés par 4 entraînements précis par l'entraîneur. Il appelle ça des long runs, donc des longues sorties dehors, des fartleks, donc des intervalles, etc. De la vitesse aussi, des sprints, etc. Puis, souvent, les jours d'entraînement, tu as 2 entraînements. Donc, tu as un entraînement le soir, puis le matin, tu as une petite course légère de 30, 45, 1 heure. Donc, c'est là qui permet de vraiment aller chercher aussi la base dans ces entraînements-là plus mollo en bon français. Puis, on essaie d'intégrer dans tout ça, malgré ces 7-8 entraînements par semaine-là, on essaie d'intégrer un peu de musculation parce que c'est nécessaire. C'est quand même demandant Oui. de charge. Oui, parfois c'est assez difficile d'intégrer certaines choses, donc c'est là que tu t'ajustes en cours de route, tu en discutes avec l'entraîneur, puis qu'est-ce que j'aime aussi du programme de l'entraîneur Steve Leblanc, c'est qu'il personnalise beaucoup ses entraînements. Donc, selon le type d'athlète que tu es, ton développement, où tu en es, il peut modifier tes entraînements pour vraiment s'adapter à toi. Donc, c'est ça qui rend ça quand même intéressant. Donc, ça pas. Puis une chose qu'il dit toujours, puis ça, je le répète toujours, t'es étudiant, athlète. T'es pas athlète étudiant. Mhm. Donc, lui, il valorise vraiment cette partie-là. Puis c'est là que ça m'a rassuré aussi d'intégrer l'équipe. Parce que moi, j'étais comme, je vais pas manquer des cours pour participer à une pratique. Parce que j'ai mes études, je veux bien performer dans mes études. Puis c'est là que l'entraîneur a toujours dit, t'es étudiant, athlète. Mhm. C'est ça le vrai terme. C'est pas athlète étudiant. Mhm. Tu dois t'investir d'abord et avant tout dans tes études. Puis après ça, le sport va venir. Donc, dans des cas, par exemple, il y a des athlètes qui ont des cours pendant les pratiques. Ben, souvent, l'entraîneur va faire d'autres pratiques le matin. Ou le groupe va pogner une initiative de leur part puis s'entraîner en 2 groupes. Parce qu'on connaît les entraînements, on sait quoi on peut faire, on s'entraîne en 2 groupes. Donc, c'est là que cette flexibilité-là m'a permis de vraiment bien intégrer l'équipe. Je dirais. Comment ça se passe une compétition, là? Une de ces quatre-là, là, disons, là, comme athlète, là, à quoi ça ressemble? Fébrilité, nervosité. Prenons les championnats universitaires de l'Atlantique, puis en 2022, j'ai aussi eu la chance de participer au championnat canadien U-Sport. Donc, tu sais, prenons ces 2 compétitions-là comme analogie. On arrive, tu sais, une journée à l'avance, 2 journées à l'avance parfois à l'hôtel. Là, on s'en va pour une petite course de shake-out qu'on appelle, tu sais, un 3, 4, 5 km, un peu d'accélération, etc. Tout le monde presque dans la même hôtel, les athlètes, on peut voir 200, 300 athlètes, soit partout de l'Atlantique ou soit partout du Canada, des universités canadiennes. Et cette fébrilité-là du soir d'avant, t'es comme, tu dors pas trop, t'es nerveux, t'es excité en même temps, tu veux bien performer, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, tu manges en équipe, tu sais, tu dois réserver pour 40, 30, 40 personnes parce que tu sais qu'il y a d'autres groupes qui vont venir, donc tu manges. Puis là, après ça, le lendemain, ben, tu te relèves, puis c'est le jour de la compétition, donc tu déjeunes, tu as ta petite routine. Tu sais, souvent les athlètes de haut niveau ont eu leur petite routine le matin. Qu'est-ce qu'ils font, leur visualisation, ou simplement qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Comment ils mangent, quel temps ils mangent, et tout. Puis là, on arrive sur le parcours comme tel. Puis souvent, on va voir, puis j'ai oublié de le mentionner, souvent, on va voir de parcours avant. Reconnaissance de parcours. Ben exactement, avant, bien sûr, la journée d'avant ou 2 jours avant le parcours, on s'en va le marcher. Souvent, c'est des loops de 2 km. C'est rare qu'on voit les 4 km, donc ça se marche assez bien. Donc, on va le marcher, on voit à quoi ressemble le parcours, comme ça nous permet de mieux faire une préparation mentale de la course. Puis là, le matin même, on s'en va faire un petit échauffement de la course. Et parfois, il y a, ça dépend de quelle compétition, mais c'est parfois les filles qui courent avant les gars. Donc, c'est toujours entre midi et 1 heure. Donc, soit c'est les filles à midi, soit c'est les gars à midi. Ça s'inverse régulièrement. Puis, c'est là, dans les grosses compétitions comme les championnats universels atlantiques ou championnats canadiens U-Sport, que tu peux avoir 200 athlètes sur une ligne de départ qui représentent leur université, qui sont fiers en même temps. t'entends le gun, puis le monde, ça part vite, là. Tu sais, un départ, c'est cette fébrilité-là que tu pars toujours plus vite que ton pace.
Donc, tu pars vite, puis là, t'es nerveux, t'es comme, hey, ça va être vite comme ça, cette course-là? Puis là, tout le monde s'ajuste, court sa position, puis s'adapte. Là, tu fais la course, puis tu sais, soit ça a bien été, soit ça a moins bien été, etc. Donc, c'est un peu ça, Parle-nous de toi. T'as-tu une routine avant une compétition? T'as-tu toujours un peu la même routine? Ou comment toi tu te prépares, disons, pour être sur ton X, là? Oui. Ou dans cette zone-là que les athlètes veulent tous se retrouver dedans, là? Ben, je te dirais que j'ai pas une routine étoffée comme plusieurs athlètes. J'ai des collègues qui ont des routines quand même assez bien structurées et tout. On sait l'heure qu'il y a de se coucher, se brosser les dents presque, quand on se réveille, quand on mange la collation, quand on mange juste avant, qu'est-ce qu'on mange juste avant, comment on visualise, comment on visualise la fin, le début et le milieu. Donc moi, je n'ai pas nécessairement cette structure-là mise en place, mais la composante que j'ai mentionné d'aller voir le parcours, c'est primordial pour moi. Puis j'ai remarqué même dans mon dernier marathon, je connaissais pas le parcours. Puis je pense que ça m'a plus joué dans la tête. Pas savoir cette routine-là, pas avoir cette routine. Donc, avec une bonne préparation, ouais, dans ton cas, ça fait une différence. Ah, certainement. Certainement, ça fait une très grande différence. Préparation mentale, mais une préparation physique aussi. Tu le sais quand tu es prêt, physiquement et mentalement. Tu sais quand t'es pas prêt physiquement ou t'es pas prêt mentalement, un ou l'autre. Ça, j'imagine, ça joue sur la confiance. Ah! Puis si on abat mon marathon, on va voir cette partie-là mentale que j'ai vraiment eu une difficulté. Donc pour revenir au cross-country un peu, c'est là que moi, dans mon cas, visualise un peu le parcours, je vois le parcours. Puis c'est vraiment la soirée d'avant que je visualise un peu ma course. Je sais au niveau physique qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais l'entraînement que j'ai fait, je sais à quoi je pourrais m'attendre. Je sais que, OK, ben, il y a une butte à 500 mètres, les buttes, on les attaque vite avec les bras, on essaie d'économiser d'énergie là. Les stratégies. Les stratégies. Là, si, puis parfois, nous, tu sais, il y a une équipe qu'on veut battre en particulier, puis le pointage, on est vraiment serré par les autres conditions qu'on a vues. Donc, si par exemple, j'arrive à 500 mètres, à 200 mètres avec cet athlète-là en particulier, je donne tout pour le dépasser parce que ce pointage-là est très important. Donc, toute cette stratégie-là, je l'ai pas mentionné, on se rencontre entre équipes et on en discute. On a une rencontre souvent de 1 heure et demie, la soirée d'avant. Et c'est là qu'on discute de la course. Comme une équipe de hockey, là. Comme une équipe. Exactement. C'est quoi le match? Oui, c'est quoi le top match? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Parfois, on ne réalise pas la course, on pense que ça existe pas. Ben oui, on s'en pas à l'avant. Puis, le matin, j'ai quand même une même routine. Je sais qu'est-ce que je mange. Je mange des toasts au beurre de peanut avec une banane. Je suis habitué de manger toujours la même chose. Donc, ça, c'est une routine. Puis, je sais qu'est-ce que je mange un peu à l'avance. Tu sais, je m'hydrate bien. Je fais ça, boire. Quand j'arrête mon eau aussi, pas trop avoir. Tu sais, c'est une petite course. Donc, l'envie de pipi, ça arrive plus ou moins. C'est moins un problème, mais c'est plus cette préparation-là, leading into the race, tu sais. C'est super. Ouais. Dans ton parcours, 6 ans, tu m'as dit, hein? Ben oui, 6 ans universitaire. Oui. Donc 5 ans 5 ans. d'ingéniosité puis 1 an de perdu à cause de la COVID. Donc, mais j'ai quand même entraîné, on s'est quand même entraîné dans notre équipe. Donc c'est vraiment 6 ans avec les Aigles Bleus comme tel. Qu'est-ce qui a été ton plus gros défi? Dans toutes ces années-là, là, qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été ton plus gros obstacle? C'est une très bonne question, ça, Claude. Puis, tu sais, c'est certain que à chaque moment, tu as toujours des petits obstacles. Puis tu dois faire face à ces obstacles-là. Euh, mais j'irais peut-être aller 2 moments. 2 moments. Puis je pense que les athlètes vont se référer à un moment, puis l'autre moment, ça va être un peu plus un moment personnel. C'est certain au niveau de la COVID. La COVID, t'arrives, puis t'es prêt, ça fait 1 an, tu t'entraînes, ça fait 2 ans. Pour certains, c'est leur dernière année de l'université. Donc, ils veulent pas rester pour une autre année de plus pour faire les sports. Donc, ils sont prêts mentalement à leur dernière année. Tu t'entraînes, puis tu t'entraînes fort, puis t'es pas certain de rien. T'es pas certain d'avoir des courses. Puis, tu sais, pour plusieurs athlètes, tu sais, les courses, les races et les récompenses. Tu sais, juste t'entraîner pour juste t'entraîner, tu perds un peu un focus mental, puis ça te décourage, ça te démotive, etc. Donc, pour moi, les courses, c'est ça ce que je comme looking forward to that. Tu sais, c'est ça vraiment je regardais, puis je me préparais pour.
Donc, se préparer pour quelque chose, là, ça arrive pas. Tu sais pas que ça va. Là, on se prépare pour une saison d'athlétisme, on est prêt pour les compétitions, sont toutes alignées, ça arrive pas. Donc ça, je te dirais que ça a été difficile sur le moral parce que on s'entraînait fort, on faisait ce qui était demandé, puis on n'avait pas vraiment de moment pour tester ce qu'on était capable de faire en entraînement et tout. Donc c'est là qu'il fallait faire des petites compétitions inter-équipes, des petits trucs comme ça. Ça a été difficile sur le moral, ça a été difficile pour, bien sûr, plusieurs personnes, plusieurs athlètes, mais plusieurs personnes aussi, tu sais, rester en, encabanés dans la maison, c'est pas facile, bien sûr, sur le moral, mais pour les athlètes, ça a été différent. Ça a été différent, mais j'ai su me trouver dans d'autres engagements. Donc, c'est comme ça que tu as réussi à surmonter ça, Certainement. en te réinvestissant ailleurs. 100%, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être beaucoup plus investi au niveau de la communauté. Puis, malgré faire 20 rencontres par semaine à distance, je voyais quand même des personnes, même si c'était derrière un écran. Mm. Tu sais, c'est cette partie sociale-là qui était vraiment importante pour moi. Donc, ça a été un moment, je pense que plusieurs athlètes pourront en témoigner. L'autre moment, je te le cacherai pas, c'est l'année passée. L'année passée, ça allait très bien au niveau de ma performance. C'est vraiment, je progressais année après année. J'étais à un niveau que tu sais, je rêvais de briser des temps et tout. Même notre équipe de 4 par 8 au relais, on était à quelques secondes continuellement du record universitaire, des Aigles Bleus, pis tout ça. Donc, on avait beaucoup d'objectifs. Puis j'ai fait une course pendant la saison estivale à Saint-Quentin et il faisait très chaud. Et pendant cette course-là, j'ai comme perdu connaissance et c'est là que j'étais hospitalisé, j'étais à l'hôpital. Et on a fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion, puis je remercie sincèrement ma mère pour ça. Elle a demandé beaucoup plus de tests approfondis. Elle a dit, comme c'est pas normal qu'il vit ça, et tu sais, c'est la semaine, je m'avais le mieux hydraté, c'était la semaine, j'avais le mieux mangé, j'étais prêt au niveau de performance, puis j'ai juste été comme, mes jambes m'ont lâché complètement, puis j'ai perdu connaissance en quelque sorte, puis j'ai été transporté à l'hôpital. J'étais une semaine à l'hôpital pour des tests plus approfondis, des ECG, tout ça, puis j'avais une petite anomalie au cœur. Donc, ce test-là, donc au début, on savait pas trop quoi, donc on faisait plein de petits tests, puis c'était rien de grave, c'était rien de grave, donc je vais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui vivent des pires situations et tout ça, mais c'était quand même, si on revient à une situation qui était difficile pour mon parcours de sportif, donc je devais attendre une petite opération, une petite ablation, donc c'est rien, tu rentres quelque chose au cœur, puis c'est les courants électriques, tu les brûles. Donc, c'était ma dernière année d'éligibilité l'année dernière et ça arrivé un an et demi passé l'été. Je commençais ma saison, j'étais prêt pour ma plus grosse saison à vie de cross-country, d'athlétisme. Ma dernière saison, j'étais au top de ma forme, mentalement, physiquement. Puis, on m'annonce que ma saison de cross-country, le sport que j'aimais autant, allait être terminée. Donc, c'est là que j'attendais ma petite ablation qui a été faite à la fin de ma saison de cross-country. Donc, j'ai revenu à la mi-saison d'athlétisme. Je suis d'accord au sommet de ma forme. J'ai vraiment juste terminé ma dernière saison. Donc, c'est pas la saison que je souhaitais parce que j'avais des tellement gros objectifs pour cette saison-là. Puis, c'est tout ça du jour au lendemain, ça a parti. Puis, ça a été difficile mentalement aussi parce que tu vois tes collègues, tu vois tout le monde, pis t'es comme, je veux juste aller courir, je veux juste aller avec eux, je veux juste performer avec eux. Puis t'étais pas, t'sais, physiquement, c'était pas la bonne chose à faire. Donc, tu respectes bien sûr les consignes des experts. Donc, j'ai perdu ma dernière saison de cross-country universitaire. C'est une J'ai petite perdu. épreuve. Oui, certainement. Donc, pour revenir à cette question-là, c'était cette partie personnelle-là qui a été un peu difficile. Écoute, dans différents sports, les blessures, Oui. c'est toujours. Des fois, c'est ça. Tu sais pas quand est-ce que ça arrive. C'est ça. Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tu sais. Fait que C'est ça. Mais comment toi, t'as mentalement, là, comment tu as réussi, disons, à. C'était quoi l'attitude ou le mindset que tu as adopté pour gérer cette épreuve-là?
Tu sais, c'est certain, c'est une épreuve, puis parfois on a tendance à minimiser ce genre d'épreuve-là, puis mais moi, je le fais souvent aussi. Peu importe c'était quoi qui arrivait, quand tu perds une saison, quelque chose, des athlètes qui doivent arrêter complètement leur carrière, c'est leur identité. Moi, c'était mon identité aussi, le sport, le cross-country, tu sais. Mais je me mets dans la position, tu sais, je me mets aussi dans la position de l'autre. C'est ça qui m'a vraiment aussi rassuré que, ben, malgré tout ça, je suis en santé. C'était une petite opération, c'était une petite chose que ça allait pas m'affecter à long terme. C'est pas quelque chose qui allait briser ma qualité de vie. C'est pas quelque chose. Donc, voir ce côté positif des choses, puis voir que les gens qui vivent continuellement des trucs beaucoup plus difficiles, puis je me suis dit, mentalement, je suis comme moi, c'est difficile, j'ai pas ma savon. Mais je suis ici, je suis présent. J'ai des amis, j'ai une famille qui me soutient là-dedans. J'ai plein de personnes qui croient quand même en moi. Je sais que je vais atteindre d'autres objectifs plus tard. Si c'est pas dans le cross-country, ben, ça va être des marathons, ça va être d'autres objectifs sportifs ou personnels, professionnels. Donc, je me rassurais en quelque sorte dans cette façon de voir la vie. Puis, c'est ça, j'ai eu un bon encadrement, je te le cacherai pas, ma famille. Tu sais, quand t'es bien entouré, Ouais. ma blonde, ma famille, t'es bien. Mais si je résume, relativiser, Oui, Puis- j'adore le mot. la gratitude, Oui. ça a été deux outils que toi, ils t'ont aidé à surmonter, puis d'être bien entouré aussi, évidemment, mais on a comme trois éléments clés là, qui peuvent faire une différence. Fait que, tu sais, s'il y a des athlètes qui écoutent, je pense que c'est important de prendre ça en note, puis de dire, tu sais, si j'ai à vivre une blessure, ben, l'attitude positive, mais Ouais. utiliser ces éléments-là pour, justement, passer par, surmonter l'épreuve. Certainement. Et juste le mot prendre un step back. Tu sais, regarde le big picture. Mhm. Tu sais, c'est là que, à un moment donné, oui, tu perds une saison, tout ça, mais c'est faut que tu vois encore plus large, puis tu te dis, ben, il y a d'autres choses, parce que, tu sais, moi, je suis une personne, je suis un fort croyant, en, tu sais, la négativité attire la négativité, donc je me suis dit, si je suis très négatif par rapport au côté sportif, par rapport à cette situation, ben, cette négativité-là va être une négativité qui va s'emparer de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, etc. Donc, je veux pas que ça répercute toutes les sphères de ma vie, cette négativité-là, quand il y a vraiment juste une composante qui va moins bien à l'instant. Donc, c'était cette partie-là. Euh, Tu sais, courir, c'est pas tout le temps facile. Non. Parce que c'est souffrant. Tu sais, Oui. quand tu cours pour gagner ou pour améliorer tes temps, ça fait mal. Oui. Comment tu te motives à souffrir? Tu sais, comme si... Non, mais c'est très drôle que t'abordes ça parce que beaucoup de personnes demandent au coureur pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas aller souffrir? Pourquoi tu vas aller courir? Euh, mais je pense personnellement c'est un dépassement de soi. C'est juste la gratitude d'accomplir des objectifs que tu t'es il y a un gain qui est au-delà de la souffrance. Oui. Oui, un gain, puis dans plusieurs stades, tu sais, moi je cours pour, premièrement, la santé mentale. Je cours pour ma santé physique aussi. Mais je cours aussi en m'établissant des objectifs, puis c'est comme toute la vie en général. Tu sais, tu t'établis des objectifs professionnels, Mhm. mais tu les atteins, c'est gratifiant, c'est valorisant, donc tu veux continuer. Donc moi, c'est un peu pour ça qu'après ma saison, tu sais, j'ai continué à courir. Tu sais, je continue toujours à courir. Tu sais, des fois, je prends des pauses, tout ça, parce que tu dois prendre des moments de récupération, etc. Mais j'arrive avec d'autres objectifs. Donc pourquoi je cours? Ben, une des choses, c'est, puis ça paraît pas, mais je suis pas juste la personne qui va courir toute seule, toujours dehors, faire la même chose. Il y a cette diversité-là dans mon style d'entraînement. Mais pas juste ça, dans ma capacité à courir avec différentes personnes aussi, ma capacité à, tu sais, à s'entourer pendant les courses. J'essaie le plus possible parce que je te le cacherai pas, je suis un coureur, ça fait 7 8 ans, whatever, quand je cours, c'est plat de courir. C'est plat de courir tout seul. Je le cacherai pas. Mais je m'entoure de personnes avec qui c'est le fun à aller courir. Puis pour moi, j'ai des conversations de la vie. Souvent, des fois, je m'en vais courir tout seul et j'écris un projet dans ma tête en courant. Donc, courir, c'est plus que juste souffrir.
C'est un moment pour moi d'aller explorer la nature, d'aller explorer mes connexions, d'aller explorer mon côté social. C'est aller juste prendre de l'air en général, juste refresher. Donc, c'est beaucoup plus que juste souffrir. C'est un point super intéressant. Quand je me suis préparé pour certains marathons que j'ai Oui. faits, tu sais, les long runs, Oui. tu sais, quand tu les fais avec quelqu'un d'autre, Ça fait ça dépend des personnalités, Ouais. mais moi, je suis une personne assez sociale, puis ça fait toute la différence, tu sais, dans la préparation, comparativement à quelqu'un, en tout cas, dans mon cas, je suis pas sûr, j'aurais été capable de toujours m'entraîner tout seul, Non. toujours faire des long runs, etc. Fait qu'il y a une composante sociale quand même importante ou intéressante. Très, très important. Moi, c'est ça qui m'a permis de m'entraîner pour mon marathon. Si j'avais un collègue qui s'entraînait tous les entraînements avec moi. Donc, tu sais, ça te tenait aussi accountable. Mhm. Tu sais, on oublie cette composante-là. Des fois, ça nous tente ça. En tout cas, Tu t'es seul, tu peux te dire, ça me tente pas aujourd'hui, j'y vais pas. Mais quand t'es deux, puis tu dois écrire à la personne, dire, c'est quoi, ça me tente pas aujourd'hui? Qui est-ce qui fait ça? Tu sais, ça, c'est comme, tu te prévois un temps, c'est encore une question de gestion, d'organisation et tout ça. Nous, on dit, on se rencontre à 9h demain matin. Ou on se rencontre à 7h30 demain matin pour faire une longue course de 2 heures. Ben, tu le fais parce que tu t'es engagé. Puis moi, je suis une personne de même. Donc, avoir quelqu'un toujours là qui est avec toi, puis t'accompagne, c'est ça qui facilite la chose parce que je ne m'aurais pas entraîné tout seul pour un marathon. Bon, tu en parles du marathon, tu l'as soulevé à plusieurs occasions. Parle-nous de ton expérience. Donc, c'est quelque chose que tu t'es donné comme objectif, puis que tu voulais atteindre. Donc, pourquoi, puis parle-nous de ta préparation, puis ton expérience. Oui. Ça risque d'être... Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, j'ai terminé ma saison de cross-country et d'athlétisme l'année dernière. Puis, quand on l'a dit en tout début, c'est une identité, le sport. Et pour moi, c'était une identité. J'ai plusieurs identités, mais ça, c'était une identité forte qui me définissait comme personne. Donc, c'était un deuil, en quelque sorte. Mhm. Dire adieu à mes coéquipiers, dire adieu à mon université qui m'a tant donné au niveau sportif, au niveau personnel professionnel. J'étais encore là, mais plus au niveau sportif. C'était un adieu à quitter le milieu où j'étais habitué des mêmes entraînements, etc. Donc, c'est là que tu dois te réinventer parfois. Mhm. C'est très important. Puis moi, je crois vraiment à cette partie-là. Donc, c'est là, après, j'ai pris un petit moment, j'ai dit, ben, on prend une petite pause. Puis, c'est quoi la prochaine étape? Puis, tu sais, j'ai fait des 5-10 km. J'ai dit, éventuellement, j'aimerais commencer des marathons. Je dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais pour l'instant, à moyen terme, j'aimerais faire un marathon, des marathons. Puis, en plus, dans la fin, c'était ton... Passer de 8 km intensifs à des marathons. Oui, oui, et tu l'as. Donc, 42,2 Ouais, km. tu l'as très bien dit. Donc, éventuellement, avec l'objectif, bien sûr, de me qualifier pour Boston. OK. Donc, c'était tous ces objectifs-là, je me suis mis, que j'ai encore, en fait. Donc, je le vulgarise, tu sais, je veux me qualifier pour Boston. Donc, je dois faire les efforts nécessaires pour y arriver. Donc, c'est quoi? C'est 3h15? Boston? Ouais. Non, c'est rendu 2h55. OK, 2h50. Puis, il y a un cut-off time, souvent de 5 minutes. Donc, tu dois donner un 5 minutes de loose quand même. Tu sais, beaucoup de collègues qui ont fait un 2,52, etc. Puis, ils n'ont pas rentré à Boston parce qu'ils ont un call-off time à cette heure. Donc, ça prouve que le sport du monde, la course à pied, c'est un monde qui grandit. Hein. C'est un sport qui grandit Donc, énormément. si on essaye de quantifier ça, il faut que tu cours à un pace de 4-6-10 km. 400 km. Donc, pour les gens qui font un peu de course, là, ça vous donne une idée. Ouais. Sur 42 km, de garder cette moyenne-là, Ouais. c'est un méchant défi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est 4 à 4-6 pour les buffers, tout ça. Donc, oui, c'est assez rapidement. Donc, c'est ça. J'ai commencé après pour me donner un bon 4-5 mois de préparation pour mon marathon. Parce que c'est pas la même préparation courir 7-8 km et courir un marathon. Mhm. Marathon, c'est time consuming. Tu sais, c'est pas autant intense. C'est peut-être 10, 15, 20% d'entraînement intense. Mais c'est 80% de tu vas dehors, tu cours, tu parles. C'est pas difficile, c'est pas souffrant.
T'es moins dans la souffrance. T'es moins dans la souffrance, c'est grandiose. Oui, t'es moins dans la souffrance physique, t'es dans la souffrance psychologique. Donc, tu sors 3 heures de temps, donc tu te réveilles le matin, tu sais que t'as 3 heures de course. C'est pas difficile, mais après 2 heures, tes jambes, naturellement, commencent à avoir mal, puis faut que tu t'hydrates, faut que tu penses à plein de trucs pour pas arriver, puis tu peux pas courir dans 2 jours parce que t'as mal géré ta nutrition, t'as mal géré ton pace, etc. Donc, il y a toute cette composante-là que c'était complètement nouveau pour moi. Donc, j'arrive là-dedans, mon entraîneur encore, Steve Leblanc, qui est entraîneur de l'équipe de cross-country d'athlétisme, extrêmement bon entraîneur, qui me dit, Alain, je suis prêt à t'accompagner pour ton marathon. Tu vas être le premier athlète que je vais faire un plan d'entraînement pour le marathon. Donc, on va tester des choses. Puis, c'est ça, j'ai dit, mon premier marathon, je vais tester des choses. Donc, tu sais, j'ai ajusté mon plan d'entraînement aussi. Il y a des choses qui étaient juste pas réalistes, que j'arrivais pas en termes de temps, en termes d'énergie. Tu sais, tu dois quand même écouter ton corps dans tout ce que tu fais. Puis moi, j'essaye le plus possible. Des fois, c'est difficile. J'ai encore de la difficulté à ça. Tu dois vraiment t'écouter. Donc, ça a été un 4 mois d'entraînement avec un collègue aussi qui m'a accompagné tout le long pour me préparer pour le marathon de Rimouski le 7 septembre qui vient juste de passer. Donc, ça a été un long moment d'entraînement parce que depuis l'athlétisme, j'avais pas vraiment fait de course avant mon marathon. J'ai fait un 5 km j'ai fait un PB, un 16-28 sur un 5 km qui était vraiment bon pour moi. Moi, parce que je m'entraînais pour un marathon, donc pas le même entraînement, mais j'avais pas vraiment fait de course, là, comme un demi marathon, tout ça, pour me préparer à mon marathon avant. Question de... C'était juste pas un bon timing. Puis là, j'avais un bon demi-marathon, mais c'était trop proche de mon marathon. Donc, j'aurais pas eu le temps de taper down, donc diminuer ma charge, tout ça. Donc, j'ai arrivé le marathon de Rimouski le 7 septembre, puis je me sentais prêt physiquement. Je me sentais, malgré tout ce qui se passait, je me sentais prêt physiquement. Puis, j'ai eu de la misère. Tu sais, je me donnais un objectif, puis je sais pas pourquoi, mais je lui tenais tellement un objectif de même. Puis je suis un gars que quand j'ai un objectif, je veux vraiment atteindre. Puis j'avais quelque chose en tête. Puis j'avais un objectif sans nécessairement avoir vécu c'est quoi un marathon. Donc j'arrive à la course. Puis la nuit, hey, j'ai dormi, je pense, 15 minutes. Puis le jour, ça m'a jamais arrivé. Ça, c'est la réalité de coureur. Ouais, mais comme souvent, comme mes courses de cross-country, des gros championnats, tout ça, je dors au moins 4-5 heures. C'est pas idéal, mais là, puis plus que tu dis faut que tu dors, plus que tu dors pas. Donc moi, c'était mon cas. Puis là, ça dort pas. Je me réveille fatigué, mais comment je vais courir un marathon aujourd'hui? Ben, tu sais, l'adrénaline en bas, tu sais, c'est pas vraiment la fatigue qui va changer les choses. Oui, ça peut avoir un impact, mais peu importe. Donc là, j'essaie avec ce que je connaissais, tout ça, puis faut pas oublier, puis quand tu l'as dit, on passe de 8 km à 42 km, on grillait de ça. Mais c'est pas juste la distance, c'est toute la nutrition. Moi, 8 km, là, et même mes demi-marathons, là, je mangeais pas. Je buvais pas beaucoup. Je le faisais avant. Je m'hydratais bien avant. Mais ça me suffisait pour le marathon. Ça me suffisait pour le demi-marathon complet. C'est pas la même game au marathon, là. Tu vas te trouver trompé. Je savais ça, moi, parce que, c'est classique. Tout le monde sait qu'on doit bien. Donc, tu sais, j'avais suivi les recommandations de 60-80 grammes de carbs, tout ça, au niveau de l'hydratation, tout ça. Donc, cette partie-là était prête, mais on dirait que j'étais jamais prêt. On dirait, avant la course, il y a toujours quelque chose, je suis comme, OK, mais j'ai pas pensé à ça. Puis j'étais tellement rendu pointu sur les détails, j'étais comme, OK, mais quelle sorte de shorts, puis je suis pas une personne OK, mais quelle sorte de shorts qui serait avantageux? Quelle sorte de... OK, mais quel boxer que je devais mettre? Qu'est-ce qui te ferait filer? Puis c'était tous les petits détails là, qui me tracassaient mentalement que j'ai jamais mis l'accent là-dessus avant sur d'autres courses. C'était même pas important. C'est pas ça qui avait changé mon temps du tout non plus. Fait qu'il y avait comme une certaine insécurité qui te distrayait, là. Tellement. Puis je comprenais. À ce jour, je le comprends encore pas. Mais c'est ça. Donc, je suis à la ligne d'arrivée pour arriver à cette expérience-là. Je suis à la ligne d'arrivée.
tellement le fun. On voit du monde du Nouveau-Brunswick. On se rencontre tous à la ligne d'arrivée. Des Jacob Boutreau, Joey Tardy de Kamso, que je salue. J'ai couru une bonne partie de la course avec lui. Homme incroyable. Plein de personnes. Rock Lisotte, Leroy de la région du Nord-Est, tout ça. C'était une fun. C'était un beau moment. Puis c'était une expérience de course que je n'ai jamais vue parce que, tu sais, c'est 3000, 4000 coureurs. C'est rare des courses de 3000, 4000 coureurs dans le cross-country, etc. Ça existe pas, en fait, au niveau que j'ai performé. Donc, c'est cool voir tout ce monde-là. C'est motivant. Tu pognes un autre coup d'adrénaline, tout ça. Puis, le coup d'envoi est parti. Tout le monde court, débute. Puis là, on savait que je suis comme, il y a une longue course. Puis là, Leroy, puis je vais toujours m'en rappeler cette phrase-là. Ça, c'est une phrase qui me reste toujours. Comment est-ce qu'il me dit en anglais, je sais pas. J'ai oublié le terme. Dis en anglais. Ouais. C'est comme. Je trouve pas les mots, c'est pas. C'est comme slow is comme steady là, en quelque sorte. J'ai pas la bonne traduction, j'ai pas les bons termes. Ça veut dire que je vais te résumer qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte. Ça veut dire que t'es pas obligé de trop pousser. Pense pas trop, pousse pas trop. Vas-y quand même avec des easy strides, de long à aller, tout ça. Il me dit une phrase courte que j'ai écrite dans mon téléphone que je vais lire avant mes courses encore. Puis c'est là que moi, ça en avait resté sur la course. Donc, pousse pas trop, tout ça. Donc, j'ai commencé mon premier. Lui, il me dit ça, puis il est parti d'une balle. Puis là, j'ai commencé à du 10 km. À 10 km. Puis là, on tourne à la course, puis on le sait, les coureurs vont le savoir. Quand tu trouves un pack, c'est important psychologiquement aussi. Tu veux pas courir tout seul. Parce que tu cours tout seul, tu réalises pas, tu commences à tranquillement te ralentir, etc. So, j'avais un bon pack. Hey, je suis certain que c'était un des plus gros packs du marathon. On était 15 environ dans ce pack-là. Puis, je pense qu'ils ont commencé avec comme l'idée de faire un negative split. Negative split, c'est en quelque sorte que tu commences plus lentement puis t'accélères. Bon, moi, à 4 minutes, là, j'étais comme, je veux garder ça parce que c'était mon pace que je m'avais donné. Mais là, on accélère à du 3,55, 3,52, 3,50. Puis, je veux garder le pace. Donc, j'ai garde. Là, à 3,50, c'est comme ça allait très bien. C'est ça, je suis comme, je vais continuer. Ça va bien. À 17 km, j'avais préparé 6 gels. Donc, à 6 km, j'arrête de belle, puis je perds 2 gels. Mais à 16 km, ça va bien encore. Je peux pas donner de ces gels. Là, je continue. Continue. Puis là, là, ça avance bien. Je suis pack jusqu'à 28 km. Puis là, on commence à perdre du monde. Là, on va essayer de suivre. Puis là, je m'aligne avec les personnes qu'on commence à perdre. On commence à me perdre aussi. Donc là, à 32 km, hey, je regarde ma montre. Puis là, j'ai passé du 3,50 à du 4,15, du 4,20. Puis là, je regarde ma montre. Puis dans ma tête, je fais des calculs. Mais je suis comme, OK, mais même, j'ai tellement été vite pour de comme 10 à comme 30 que même si je slack à du 4,45, j'ai un 2,55 pour me qualifier pour Boston. Okay, c'était ça, peut-être l'objectif. Pas sûr que j'aurais été choisi parce qu'ils ont eu un cut-off time. Je le fais quand même. Là, à 32, je slack un peu parce que je pouvais juste plus, mes jambes commençaient. Et à 35, là, le monde dit, tu vas frapper un vue. OK, je vais frapper un vue, je slacker à du 4,35, 5, que je fais mes easy runs. Ça va aller, tu sais. Ça va rien de première expérience, ça sera pas le temps que je buve, tout ça. À 35 km, j'arrive à une station A-Station. Les jeunes me regardent et ils me pointent les jambes. Là, je m'agarde les jambes. J'étais crampé, tu voyais la définition de mes muscles. Mes quads, mes hamstrings, mes mollets crampés. Puis là, je bois. Puis là, ça avançait plus. Comme ça avançait plus. T'as poussé comme. J'ai poussé. Puis là, je boitais. J'essayais de marcher vite. Parce que je voulais pas escaquer mon pace, tout ça. Puis je le finis. Comme ça, c'était non négociable pour moi. C'était. Je vais crawler, je vais nager, je vais me rouler jusqu'à la finish line. Parce que je veux terminer ça, c'est pas une question. Puis, là, je commence à courir tranquillement. Ça crampe tout. Ça là, il me reste encore 7 km.
7 km, là, c'est long quand dans cet état-là, c'est long. So, j'ai souffert pendant 7 km que je pouvais même pas courir. J'étais rendu à du 10. So, j'ai complètement raté mon objectif initial. Puis j'ai terminé, mais j'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, première, j'ai pas, je vais être honnête avec toi, j'ai pas encore fait les apprentissages psychologiques que je dois faire. Donc, ça, c'est à travailler. Ça, j'ai pas encore fait ces apprentissages-là. Je pense qu'il y a un travail à faire. Mais, j'ai appris au niveau physique, physiologique et préparation. Genre, j'ai pas sous-estimé la nutrition parce que je savais que c'était important, mais je l'ai sous-estimé. Mhm. Tu sais, je m'hydratais bien, mais mon ami m'a dit de prendre des capsules de sodium. J'aurais dû en prendre. Parce que j'ai arrivé, mon chandail était blanc, croûté de sel. Ça veut dire que j'étais déshydraté complètement. Donc, juste travailler ça va faire une différence énorme. Puis, tu sais, j'ai même mis cette pratique-là, cet apprentissage-là en pratique 2 semaines après. 2 semaines après, j'ai fait le défi Everest en montagne une. C'est un loop de 2 km dénivelé la course que j'ai faite, j'avais 700 mètres de dénivelé. Donc, j'ai fini par faire 200. J'ai fini par faire 200, c'est pas long. J'ai fini par faire 52 km. Donc, j'ai fait en montant, en dénivelé, là. Puis j'ai commencé avec aucun objectif. Tu sais, j'allais là, c'était 2 semaines après mon marathon, genre encore les jambes maganées, tout ça. Mais j'ai dit une chose que je vais faire. J'ai dit, peu importe, je prends le temps d'arrêter, je bois mon sodium, je bois mon Mackerate, je mange. Puis à ce moment-là, j'étais à comme 80-90 grammes de carbs. Je mangeais, il y avait des stations à chaque 1 kilomètre. Je prenais des bananes. Je mangeais n'importe quoi qui passerait pas dans une course parce que quand tu vas vite, tu peux pas emballer tout ça. Mais on allait quand même lentement. Puis on parlait de tout ça. Puis à 30 km, je regarde dans le monde, je fais, oh, on accélère, on va bien, là, on parlait à tout le monde, pas de pression, pas rien. Je suis comme, ben, moi, je l'ai arrêté après 30 km, mais ben, environ, j'ai dit jusqu'à temps, je voyais comment mes jambes vont. J'ai dit, je vais continuer, je vais voir comment ça va. 37 km, moi, il y avait 3 personnes devant moi. Et à 37 km, je passe de l'eau, puis il m'annonce, allez là voir le menard. Le menard, il y avait 3 personnes devant moi. Donc, je pense qu'ils ont tout, ils ont peut-être arrêté avant. Comme j'ai dit, je regarde dans mon, puis je savais que le record d'année passée, c'était 50 tours. C'est 25 tours. J'ai de la misère, c'est des loops de 2 km. Donc, c'était 25 tours de 2 km, donc 50 km. J'ai dit, je regarde dans le monde, je suis comme, c'est quoi? Si j'accélère un peu, là, je pourrais battre son record. So, là, j'étais seul, là, je commence à accélérer. J'accélère mon dernier 12 km, je suis à du 4-12, 4-15 dans les buts, puis tout ça. Puis c'est le dernier 12 km. Puis, j'ai fini à du 4,36 km average. Mon marathon, c'était 3 secondes plus luxon à cause de la partie de marché. Donc, si t'imagines dans les buts, tout ça, juste cette petite différence-là, puis j'ai pas pris ça encore, j'aurais pu commencer dès le début, plus intensément, puis ça aurait été probablement à la même vitesse que mon marathon, 52 km dans les buts. Ce que je remarque, il y a deux choses. Un, c'est sûr, t'as mieux géré la course, mais deux, la pression, t'as pas la même. C'est ça. Ouais. Oh. C'est ça que j'ai réalisé aussi après. Si je pense que ça a eu une grosse inspiration là-dessus. Oui, il y a la partie nutrition, je peux la paix. Mais j'arrivais là avec aucune attente. Je courais, je savais même pas la distance. Tu sais, imagine une course. Non, mais t'avais du plaisir, là, Ouais. tu sais, on jasait, puis... Ouais, puis t'avais Jean-Marc qui était au bout de moi qui jonglait, puis on parlait en même temps, puis non, c'était, puis tu rencontrais, puis là, bah, tu changeais de partenaire, puis tu rencontrais, t'apprenais à connaître d'autres personnes, tu sais, j'ai appris à connaître une personne qui savait qualifier pour Boston, aussi en même temps, là, on parlait de la vie, il était chef, etc. Donc, t'apprends à connaître le monde, c'était tellement une atmosphère agréable, puis c'est pas cette pression-là, tu savais pas la fin, tu sais pas, c'est pendant 4 heures. L'objectif, c'était 4 heures à courir. Le plus de kilomètres que tu peux. Donc, c'est là que tu allais avec aucune attente, puis c'est là que je pense que ça fait une grande différence. J'avais tellement d'attentes pour mon marathon que comme des splits. Quand j'allais passer mon marathon. Beaucoup, Able, cérébral, beaucoup Ouais, ouais. dans ta tête. Ouais. puis- Ouais. So, Il va-t-il en avoir un autre? oui. Oui. Je pense que si tout va bien, c'est prévu. Si tout va bien, si j'ai pas de complications. Tu sais, la vie, on sait pas que c'est que de la vie. J'aime pas m'avancer sur des trucs.
Mais c'est dans la mire, je te dirais, d'autres marathons. Fait que ton objectif de faire Boston, ça reste toujours Oui. un objectif. Oui, certainement. Si on parle, là, mettons, en tant qu'athlète, Oui. tu sais, t'as été athlète au soccer, t'as été athlète au niveau universitaire, là, la course de longue distance. C'est quoi l'importance de l'aspect mental? Tu sais, si tu prends un recul, tu regardes tout ça, là, j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus parce que tu nous as parlé de l'aspect physique, tu sais, de l'entraînement physique. Tu nous as parlé de l'aspect stratégique, tu sais, d'avoir des bonnes stratégies. Il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect mental aussi. Quelle importance ça a, disons, dans la haute performance? Très, très grande importance. Puis c'est là que je l'ai réalisé avec mon marathon. Tu sais, je savais que c'était important au niveau. Ça a même commencé cette réflexion-là au soccer. Tu sais, je savais que c'était important. La course a continué pendant ma carrière avec l'université, je pourrais dire, de visualiser ma course, de visualiser tout ce qui se passait, d'avoir la gratitude pour la performance, malgré tout ça. Beaucoup de petites choses que je faisais, des petites actions, mais c'est vraiment après mon marathon que j'ai réalisé, je pense, si j'avais été là, avec aucune pression, puis juste courir en ayant la partie, bien sûr, nutrition gérée, mais avec pas autant d'attentes, je pense pas que j'aurais été autant vite. Je pense pas que j'aurais été. Puis ça m'aurait équilibré. J'aurais même peut-être qualifié pour. Tu t'aurais peut-être surpris. Je m'aurais peut-être C'est surpris. bien. Donc, puis j'aurais peut-être dormi la nuit d'aventure. C'est- Une semaine. Mais c'est super intéressant ce que tu apportes de dire, tu sais, cette pression-là, Ouais. elle est détrimentale souvent différemment. Au niveau, là, tu sais, là, puis de bien gérer ça, ça fait une grosse différence. Oui, certainement. Je t'avais demandé une citation ou une philosophie ou fait en tant qu'athlète, qu'est-ce qui est ta philosophie ou qu'est-ce qui est une citation qui t'inspire? Ben, comme je t'ai dit, je l'avais plusieurs. Je me rappelle même plus laquelle que j'ai mis. T'avais dit quelque chose comme tout est possible, la seule limite. C'est toi. Ta seule limite, c'est toi. J'aime cette citation-là parce que souvent, l'être humain a tendance, pour se protéger, à mettre des objectifs beaucoup plus bas qu'on peut atteindre. Puis c'est correct des fois. Tu sais, j'ai pas réussi à me qualifier pour Boston. C'est un objectif que j'ai pas réussi. Mais c'est correct, c'est ambitieux. Je me mets des objectifs quand même ambitieux parce que je crois vraiment que je veux pas être imitatif dans beaucoup de choses que je fais. Donc ça, j'y crois. Mais je vais changer parce que là, j'étais une des citations parmi plusieurs que j'avais en tête, tu vois à quel point que je n'ai plusieurs qui m'habitent, que j'y crois. Mais j'ai un parcours, comme tu sais, en éducation. J'ai un baccalauréat en éducation. Puis, c'est pas une citation, mais c'est une philosophie à propos de l'erreur. Moi, l'erreur, tu sais, puis c'est classique. Ah, l'erreur, c'est un moment d'apprentissage. Tout le monde dit ça. Mais moi, j'y crois vraiment. Tu sais, c'est là, cette philosophie-là, que tu vas faire des erreurs, puis pas juste dans le monde sportif. Je pense dans la vie dans tous les jours. C'est bien quand je donne des formations, peu importe, l'importance de l'erreur. Je valorise l'erreur. Si tu veux avoir des erreurs, faut te relever. Tu sais, c'est là que si je peux faire un lien avec mon parcours et tout ça, puis je te le cacherai pas. Tu sais, dans les 3-4 dernières années, j'ai vécu de belles choses. J'ai vécu, mes objectifs allaient quand même bien. C'était, tu sais, quand tu dis tu réussis 90-95% de tes objectifs, puis la vie va bien, t'as pas vraiment oui, t'as toujours des petits défis qui se présentent. C'est la réalité, la vie n'est pas parfaite. Mais quand t'as pas vraiment quelque chose qui te donne un gros défi, qui te pousse à revoir la façon de faire toutes les choses, ben, tu continues ce train de vie-là, tu penses que t'es invincible. Puis c'est là que quand je dis, c'est un peu avec le lien avec l'erreur, comme moi dans mon cas, les erreurs que j'avais faites qui me coûtaient un objectif, par exemple, ben, ça m'a permis de vraiment, rebondir différemment. C'est pour ça que moi, je crois vraiment à l'erreur comme une occasion d'apprentissage à son sens large. Donc, dans ta vision, l'erreur, c'est pas nécessairement négatif. Non,
Vraiment pas. Puis vraiment pas. Puis, tu sais, j'ai fait des erreurs tant au niveau professionnel, tout ça, mais je pense que c'est là que je sors un peu du monde sportif pour faire un lien avec l'erreur. Je pense que c'est là qui m'a apporté où je suis aujourd'hui au niveau professionnel, que je suis très reconnaissant, euh, puis que j'avance, tu sais, dans mes projets, etc. Parce que j'ai permis et je te dirais, j'ai pas assez permis l'erreur encore. OK. J'aimerais tester plus cette erreur-là. Je cherche beaucoup trop la perfection et je m'empêche de faire des projets qui permettent de réaliser les grandes. Donc, ça devient limitant jusqu'à un certain Ça en revient à ma citation, tu sais. Moi, vraiment, je crois au cercle vertueux, pas vicieux, que tous mes homologues, pas mes homologues, mais toutes mes philosophies, par rapport à mes citations, tout ça, se rejoint un et l'autre, là. Prenons un petit moment pour parler de la personne derrière l'athlète. Ouais. Donc, personne de grand saut. Oui, très fier de dire, ouais, C'est ça. le grand Bon, on aime bien ça. Ben, le podcast, dans le fond, c'est pour mettre en vedette les gens de notre région Oui. qui s'accomplissent. Ouais. Mais il y a une chose que je dois soulever, c'est dans la personnalité, dans la façon d'être, c'est l'initiative. Tu sais, comme moi, ce qui m'avait marqué ou touché, là, c'est que tu m'avais appelé ou tu m'avais interpellé, tu disais j'ai des questions, puis tu sais, comme tu veux-tu m'aider, puis comme fait que cette initiative-là de dire je vais aller chercher mes réponses, puis je vais m'entourer des bonnes personnes, puis là tu dis la même affaire pour l'université, tu as approché un coach, puis tu as dit gars, moi je veux en savoir plus, puis fait que je trouve que ce côté-là d'initiative, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Puis je trouve ça inspirant, tu sais, puis c'est important qu'on en parle pour les gens qui écoutent, mais de dire, quand tu veux de quoi, faut aller le chercher. Puis j'ai beaucoup apprécié cette attitude-là que tu sembles encore avoir aujourd'hui. Ben, j'ai 3 motos dans la vie, j'ai 3 façons de voir les choses. Puis ça en est une, la prise d'initiative. Je pense que c'est important, puis je le démontre par différentes initiatives. Mais il y a aussi la partie de sortir de sa zone de confort. Mm-hmm. Moi, je suis une personne que c'est là que je te dirais c'est une force pour moi de sortir de ma zone de confort. Je m'en vais dans des sentiers battus. Je rentre dans l'inconnu parfois. C'est en rentrant dans l'inconnu que j'ai fait des plus belles découvertes. Hey, j'aime assez ce que tu dis parce que dans mes conférences, je parle souvent, il y a comme une image où tu as la zone de confort, puis la magie est en dehors de la zone de confort. Puis c'est exactement ce que tu dis. Ben, c'est cette philosophie-là que à chaque chose que j'entreprends, que j'ai en tête. Parce que, tu sais, le truc, excuse, c'est que quand tu sors de cette zone de confort-là, puis tu découvres cette magie-là, comme pour faire référence à ce que tu dis, ben, après ça, c'est rassurant de dire, OK, ben, faut que je continue de sortir de ma zone de confort pour trouver d'autres magies, de trouver d'autres opportunités. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Donc, cette zone de confort-là, ce sens d'initiative-là, c'est 2 choses qui m'habitent, qui est très important. Puis la troisième, c'est juste par rapport à l'importance de créer justement des connexions, tout ça, humaines. OK. C'est là que moi, tout ce que je fais aussi, oui, ma zone de confort m'a apporté à des nouvelles occasions, oui, mon sens d'initiative, mais c'est vraiment la rencontre de nouvelles personnes qui a fait en sorte que je me suis découvert aussi, que j'ai appris. Puis j'étais un très fort croyant à l'idée que tu apprends beaucoup de l'autre. Puis c'est pour ça, quand j'essaie de parler de personnes, j'essaie de beaucoup comprendre d'où les personnes viennent, tout ça, parce que c'est là que, avec leur histoire, que toi aussi, tu peux en identifier pour en apprendre. Donc, c'est pour ça, même dans mes projets, même, j'ai des projets en tête que je veux avoir ça, parce que, après tout, il y a des personnes qui ont vécu qu'est-ce que toi, tu vas vivre plus tard. C'est que tu sais même pas qu'est-ce que tu vas vivre, mais il y a des personnes qui l'ont vécu. Mm-hmm. Donc, je garde toujours ces 3 philosophies-là, puis je pense que c'est là que ça m'apporte que je suis bien. J'adore ça, puis je connecte beaucoup avec ça, puis je trouve que c'est vraiment une belle approche. Puis à travers ces éléments-là, ça rouvre plein de possibilités là, tu sais. Ouais. J'ai écouté, en me préparant pour le podcast, j'ai écouté une de tes entrevues sur YouTube. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé, puis c'est une belle sagesse. YouTube.
C'est une belle sagesse. Yeah. Puis je vais le soulever parce que je trouve que c'est intéressant, puis j'aimerais bien qu'on en jase un petit peu. Tu as mentionné, tu as dit, à partir de maintenant, mon objectif dans 5 ans, c'est le bonheur. Oui. Puis, Oui. Mon entrevue au sport. Ouais. puis là, tu as dit, c'est ça qui va déterminer les choix que je vais faire. C'est-à-dire, si j'en retire du bonheur, je vais le faire. Puis si j'en retire pas de bonheur, je vais pas le faire. Puis j'ai trouvé ça tellement bon, puis avec tellement de sagesse, parce qu'on devrait tout un peu fonctionner dans cette optique-là. C'est pas nécessairement facile, mais on va mettre plein d'emphase sur des accomplissements, sur un gain financier, sur beaucoup de différentes choses. Puis on passe à côté des fois d'un essentiel ou de choses très importantes. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de cette approche-là ou cette stratégie-là ou cette philosophie-là? Tu sais, c'est drôle parce que ce podcast ici, il y a des choses que j'ai jamais dit. Puis toutes mes philosophies-là, c'est des réflexions personnelles que j'ai que je parle jamais au micro. Puis là, tu sais, vulgariser ça, tu sais, ça fait différence, ça fait un peu bizarre parfois, mais tu sais, ça regagne de longues réflexions. Tu sais, tu dis pas juste ça pour dire ça, parce que c'est ça qui mène ta vie, c'est ça qui mène. Puis ça, c'est une chose. Tu sais, puis c'est des expériences, c'est des réflexions personnelles qui m'ont amené à dire ça. Puis le pourquoi, puis je t'explique, c'est que, tu sais, dans mon parcours, en études de reconnaissance, je réalisais de belles choses. Puis je le voyais. Puis je le voyais pas nécessairement. Beaucoup de personnes me le disaient. Oh, allez, wow, t'es capable, tu fais ça, à ton âge, tu fais ça, tout ça. Je suis comme, il y a des choses que je faisais qui s'alignaient pas nécessairement avec ma personne. Puis je suis comme, oui, comme tu dis tantôt, oui, il peut y avoir des accomplissements. Oui, j'avais cet accomplissement-là. Est-ce que j'étais heureux? Non. Et même chose, on revient avec l'argent. Ben, tu peux aller, l'argent, ça se retrouve. L'argent, ça se fait. Tu peux décider de travailler 100 heures par semaine pour arriver à avoir tout l'argent au monde. Mais c'est quoi l'argent sans le bonheur? C'est quoi les accomplissements sans le bonheur? C'est quoi, tu sais, tout sans le bonheur? C'est là que je dis, le monde me dit, allez, qu'est-ce que tu vas faire dans 2 ans? Qu'est-ce que tu vas faire dans 3 ans? Qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an? Tu m'avais demandé ça il y a 2 ans. Jamais je m'avais cru que j'avais voyagé à l'étranger pour parler de l'éducation, aller en Côte d'Ivoire, voyager en France, partout. Jamais j'aurais cru ça. Donc, je ne peux pas le dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, dans 5 ans. Je sais que je suis reconnaissant, il y a des opportunités qui vont se présenter. Je vais manquer des bonnes opportunités. Je vais sauter sur des bonnes opportunités. Je vais bouger. Je vais peut-être me trouver quelque chose. Tu sais, je parle pas juste en termes de job. Tu sais, oui, ça se peut que je trouve une job, je fais ça toute ma vie. Mais je vais avoir plein de petits projets personnels, professionnels, etc. Mais dans tout ce que je vais faire, ce qui va compter, ça va être le bonheur. C'est là que je suis vraiment focusé dessus parce que, tu sais, moi, j'ai eu la chance aussi à un jeune âge d'explorer beaucoup de choses. Puis explorer beaucoup de choses, c'est avantageux parce que ça te permet de voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Donc, moi, je sais maintenant qu'est-ce que j'aime pas. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi que je m'allie comme personne. Donc, je me connais comme personne. Donc, les choses que je sais qui vont pas m'apporter ce bonheur, je vais les laisser de côté. Donc, c'est ça ma seule philosophie, c'est que peu importe ce que je vais faire dans 5 ans, je cherche le bonheur. Il y a un non négociable. Il y a un non négociable. Puis, en trouvant le bonheur, ça veut dire que je fais la bonne chose au niveau professionnel, personnel, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais cette réflexion-là quand il dit ça. Donc, tu comprends maintenant l'explication de mon quelques minutes dans C'est une belle sagesse, puis je suis content qu'on va en parler. Parce que moi aussi, c'est inspirant pour plein de gens, puis je trouve que c'est une belle façon de voir la vie, puis de faire des choix aussi, qui peuvent nous aider à garder une bonne santé mentale. Certainement. C'est parce que quand on focus là, ben, c'est dû que ça a été pas bien. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai. Alain, merci beaucoup. Merci. À tous les podcasts, je fais signer mes invités. Donc, je vais te donner la chance. Ben, l'honneur, c'est nous autres qui avons l'honneur de avoir mais je vais te laisser mettre tes pattes de mouche. Et puis, moi, j'ai vraiment les pattes de mouche. C'est ça le pire. OK, super. T'as juste... ouais.
Je vais prendre le Sharpie qui est là. Sinon, je vais écrire numéro 5. Tu peux, ouais. Qu'est-ce qui est stressant, c'est ça la caméra. Ah. C'est à rond. C'est pas vraiment de signe. Hey, voilà. Et t'es maintenant sur le tableau. Intronisé à le next level. The next level. Puis, je donne à chaque invité un chandail qui est personnalisé. Ah, Le logo, c'est ton logo, disons, là. Ouais. Fait que chaque invité a un logo différent. ah. Fait que c'est vraiment ton chandail next level. Merci beaucoup, Claude. Puis, je suis vraiment content. Écoute, j'attendais avec impatience cette discussion-là. Ça a été super intéressant. Puis, tu sais, d'en apprendre plus aussi sur le cross-country, qui est un sport militaire aussi, tu sais. qui est vraiment intéressant. Puis, écoute, on s'en reverra peut-être bien d'un marathon à un moment de dedans, tu sois là. Ouais. Fait que merci et bonne continuité. Merci beaucoup, Claude.